Le stream est en ligne. Ok. On va commencer par prendre refuge, développer l'esprit d'éveil et faire une louange à Manjushri. Sangye chetan soki chonam la chanchu partu tani kyapsunchi tagi jinsogi pesanam ki chola penchir sangye drupar shun sangye chetan soki chonam la Janchu partu tani kyapsuchi tagi chinso kipe sanam ki chola penchir sangye drupai shun sangye chetan soki chonam la Janchu partu tani kyapsuchi Dagi jinso ki pesanam ki chola penchir sangye drupar shon semchem tamche dewa tam dewe gyutam dempar gyunching dunyel tan dunel gyutan jelwan gyunching Dunel mepe dewa tampa tam indrelwar gyunching Nierin chadan tan relwe tanyon chempola nepar gyunching Chomden de jampe yon la chatsen long Kangi lodun jimni chindral nitar namdang rapselwe Jinye den kun zin shizik shirni ki tukar lek pamzim Kandak sipet sarar maring mentun dunya gizirwe Jotso kulla buchi tarsen yalak druju yanden sung Junta chadron yamon yalong neki chadron trasenshing Maring munsel dungel nyugu chinye chatzerel jinam Tene tachu sachu tarsan yanten luzo gerse tu kun Chuta chutran chani kientre Tagle munsen champe la dun seden kienki kien rap öser kim Tagle timung mun parap sene Katan tenche shun lu dog pai Lodje pope gawa tsel Bon après-midi à toutes et à tous, ici et en ligne. Donc on va continuer avec l'étude de l'Abhidharma Kosha. Et donc juste pour se remettre en route, on va revoir où nous en sommes dans le plan. Donc du premier chapitre qui présente, qui est intitulé « Sens du domaine de la présentation des dhatus ». Donc, il y a deux grandes parties. Enfin, il y a une très grande partie et une toute petite partie à la fin. La très grande partie dans laquelle nous sommes, c'est l'explication du texte. Elle commence par un premier point, qui est la définition du conditionné, que nous avons parcouru. Il y avait 3 sous-parties. Nous avons vu les supports de définition du conditionné, les synonymes de conditionné et une explication particulière des synonymes de associés aux facteurs de chute. Dans le plan, on a laissé une petite coquille en dessous de définition du conditionné. Il y a écrit 4 parties, mais vous pouvez remplacer le 4 par un 3.
Voilà. Et dans l'explication du texte de référence, la grande partie dans laquelle nous sommes, le deuxième point dans lequel nous sommes est la définition des agrégats d'Atu et Ayatana. Donc, il va y avoir 4 parties à cette partie-là. Tout d'abord, nous avons parlé de la nature des agrégats d'Atu et Ayatana. D'abord, nous avons parlé de la nature. Nous sommes dans la partie d'explication de la nature qui comprend une explication détaillée dans laquelle nous sommes. Et donc, on est dans une présentation, dans une partie qui... L'explication détaillée, elle a 3 parties, et nous sommes dans la première. Pardon. Et donc, cette explication des agrégats d'Atu et Ayatana matériels, qui est la première partie. Il y a d'abord les matériels, après sensations, etc., puis conscience. Donc là, on a commencé par les matériels. On a vu une présentation concise, puis nous avons entamé une explication détaillée. Et dans l'explication détaillée, nous avons vu qu'il y a 5 facultés gouvernantes que Sylvain nous a présentées hier. Il y a 5 objets que nous avons entamés et nous allons aussi voir la matière non indicative. Donc on a vu hier les 5 facultés gouvernantes et pour ce qui est des 5 objets, donc les phénomènes visibles, les sons, les odeurs, les saveurs et les tangibilités. Hier, nous avons parlé des phénomènes visibles et des sons. Et aujourd'hui, nous continuons donc avec les saveurs. Ceci nous mène à la stance 10. On reprend donc au vers 3. Ah, bien vu. Ouais. C'est les saveurs en premier. Ouais. Donc dans le plan, vous pouvez inverser le point 2.3 et 2.4. C'est d'abord les saveurs et après les odeurs. Dans le document. Donc les saveurs au niveau de la stance, c'est le troisième vers de la 10e stance qui dit, la première partie en tout cas, dit les saveurs 6. Donc on va détailler ce 6. Et c'est assez simple, assez succinct. Ici, donc tout d'abord, ce que Kelsang Phunso nous a expliqué, c'est que l'ayatana des saveurs, c'est ce qui est expérimenté par la conscience de la langue. L'ayatana des saveurs, c'est ce qui est expérimenté par la conscience, alors littéralement de la langue, je crois qu'on l'appelle plutôt la conscience gustative. Gustative. Ouais. Et ici, la classification, elle nous présente qu'on peut classer la saveur en 6. Il y a les saveurs sucrées, la saveur sucrée, la saveur acide, la saveur amère, comme le café, nous a dit Kelsang Phunso, la saveur relevée, comme les piments, la saveur salée,
et la 6e qui est la saveur astringente. Ça correspond à quelque chose qui donne une sensation assez désagréable sur la langue, dit-il, et qui rend la parole malaisée. Kelsang Bunso nous a dit que dans la médecine tibétaine, il y a une plante qui s'appelle l'arura. C'est l'équivalent, enfin c'est un autre nom pour le mirobolan. Et ça, c'est astringent, paraît-il. Voilà. Donc ça, c'est la présentation des 6 saveurs. Ensuite vient la présentation des odeurs. En effet, la stance continue en disant l'odeur 4. Donc ici, nous avons vu tout d'abord que les odeurs, l'ayatana des odeurs, c'est le domaine expérimenté par la conscience olfactive. Et il y a 2 fois 2 odeurs. Il y a d'une part les odeurs agréables et désagréables. C'est comme ça que c'est classifié. Il nous a été expliqué qu'une odeur agréable, c'est ce qui fait du bien à la faculté sensorielle du nez. Et une odeur désagréable est ce qui ne fait pas du bien à la faculté sensorielle du nez. Agréable et désagréable. Et d'autre part, les odeurs, elles sont aussi classées en les odeurs qui sont fortes et les odeurs qui ne sont pas fortes. Et je l'ai dit à l'envers, on nous a d'abord dit pas forte et ensuite forte. Je ne sais pas si ça a une importance. Et forte, en fait, ça veut dire qui se détache par rapport aux autres odeurs. Voilà. Donc 4, c'est agréable, désagréable, forte, pas forte et forte. Et enfin, parmi les 5 objets des sens, nous allons voir les tangibilités. Les tangibilités, le texte racine dit au vers 4 de la stance 10 et la tangibilité 11. Donc là, il y a un petit peu plus à dire. Tout d'abord, nous pouvons voir que la sphère, l'ayatana des tangibilités, c'est ce qui est expérimenté par la conscience tactile. Elle peut être classifiée en 11 et ça se décline en 2 groupes. Tout d'abord, il y a 4 tangibilités causales, puis 7 tangibilités dérivées. Donc les 4 tangibilités causales et les 7 tangibilités dérivées. Si ma langue fourche et que je dis tangible, excusez-moi, c'est l'ancienne traduction, c'est tangibilité à présent. Et à propos de ces 4 tangibilités de base, ou tangibilité causale, il s'agit des éléments, ou maintenant on dit des dhatus, terre, eau, feu et vent. Et ici, Kelsang Bunso a commencé à nous donner des explications à leur sujet, qui reviendront aussi plus tard, mais on va suivre les explications telles qu'elles ont été amenées. Donc à propos de ces 4 tangibilités de base, tout d'abord, on peut noter qu'en fait, il y a une méprise à leur sujet, souvent. En général, quand on désigne quelque chose comme étant terre, nous, en fait, on pense à quelque chose de visible
quand on pense à la Terre. Quelque chose de visible, donc appréhendé par la conscience visuelle à travers la faculté œil. Mais dans le contexte de ce texte, comme on va le voir, ce qu'on appelle Terre, ici, c'est vraiment du domaine du tangible, tangibilité, et pas du visible. Donc, c'est appréhendé par la conscience tactile et pas par la conscience visuelle. Donc, à propos, donc, pour donner plus de détails, nous avons vu ici que ce qu'on peut noter ici, c'est que l'élément terre, il est solidité ou fermeté. L'élément terre, il est solidité. Et sa fonction, c'est de soutenir. En d'autres termes, si l'élément terre n'était pas présent, en fait, la structure elle s'effondrerait. C'est la structure de la matière, sous-entendu, s'effondrerait. Et à nouveau, cette solidité, cette fermeté, cette caractéristique, elle n'est pas du domaine du visible. C'est quelque chose qui est appréhendé par la conscience tactile. Donc, il n'y a que la faculté du corps qui peut connaître l'élémentaire, qui peut connaître, en d'autres termes, la solidité d'une matière. Pour l'élément eau, il est dit l'élément eau est liquidité. C'est aussi noté, au début on a... Ah, il y a une alarme. Donc l'élément eau est liquidité, il est aussi dit, donc à l'époque on disait fluidité et humidité. La nouvelle terminologie, je crois que c'est liquidité. Et ça, à nouveau, on insiste bien sur le fait que ça ne peut pas être connu, ça ne peut pas être appréhendé par la conscience visuelle. Ici, Kelsang Kunso l'illustre à nouveau avec un exemple. En fait, si on veut savoir si l'eau est chaude, si l'eau est froide, eh bien, on ne peut pas le connaître avec la conscience visuelle. C'est avec la faculté du corps, donc la conscience tactile à travers la faculté du corps, qu'on connaît l'élément eau. Pour ce qui est de l'élément feu, il est chaleur, ce qui brûle, ce qui consume. Pour l'élément vent, il est légèreté et mouvement. Apparemment, le mot tibétain qui est utilisé pour légèreté, il a la même racine, ce nom propre, il a la même racine qu'un verbe qui est utilisé pour désigner le fait d'être tout le temps en voyage, en mouvement. Et ici, dans ce contexte, ce qu'on entend par mouvement, c'est le fait de ne pas rester au même endroit de par soi-même. Donc il y a une petite clarification qui va aussi nous aider à développer ça. C'est si on a un doute, par exemple, par rapport au nuage, si on se demande en fait si le nuage il est vent, est-ce que c'est l'élément vent? Parce qu'il est aussi léger, il est aussi en mouvement. Eh bien, en fait, non. Là, il ne faut pas se tromper. Le nuage, lui, il n'est pas vent, parce qu'il est en mouvement du fait du vent. Il est poussé par le vent. Il ne bouge pas de par lui-même. Alors que la propriété d'être léger et en mouvement dans le contexte du vent, c'est vraiment d'être de par lui-même, sans dépendre d'autre chose. Et un exemple un peu plus grossier qui nous permet de clarifier ce doute, c'est si on prend une feuille de papier, elle peut aussi s'envoler, bouger,
mais ça ne sera pas d'elle-même, ça sera s'il y a du vent. Sinon, c'est immobile. Donc mouvement, c'est à comprendre dans ce sens-là. Donc ça, c'était pour les 4 tangibilités de base ou causales. Et nous avons vu que dans les 11, il y a les 4 causales et les 7 dérivées. Donc ça, cela veut dire que à partir des 4 tangibilités causales, en fait, il y a 7 dérivées qui se produisent sur la base des 4. Donc par les combinaisons, différentes combinaisons des 4 tangibilités de base, nous arrivons aux différentes tangibilités dérivées. En fait, tous les éléments matériels ont pour base ces 4 éléments, et en les combinant, on arrive à différents phénomènes, différents types de phénomènes. Donc parmi les 7 dérivés, le premier, c'est la douceur. La douceur, c'est le résultat des éléments feu et eau en grande quantité et des éléments terre et vent en faible quantité. Je vais le redire. Feu et eau en grande quantité, terre et vent en faible quantité. Ça donne cette tangibilité dérivée qu'est la douceur. Le deuxième, c'est la tangibilité rugueuse. Ici, ça se produit quand on a un excès de feu et de terre. Donc, excès de feu et de terre, ça donne une tangibilité rugueuse. Lorsqu'il y a ensuite un excès de terre et d'eau, ça donne une tangibilité de lourdeur. Excès de terre et d'eau, c'est lourdeur. Si on a un excès de feu et de vent, élément feu et élément vent, ça donne une tangibilité de légèreté. Le suivant, c'est que si parmi les 4 éléments, l'élément eau est prédominant et qu'il y a peu de feu, là, on va avoir une tangibilité de froid. Et dans cette liste de 7, il y a aussi 2 tangibilités qui sont des tangibilités internes. La première, c'est la faim, qui se produit quand, dans l'estomac, il y a beaucoup de vent et très peu des autres éléments. Ça donne, on ressent alors la tangibilité de faim. Et il y a aussi la soif, qui est ressentie quand, dans le corps, il y a peu d'eau et beaucoup d'éléments feu. Donc là, on a une tangibilité de soif. Et si on boit, eh bien l'élément feu alors sera réduit et donc la soif est étanchée. La tangibilité de soif. Voilà. Ça, c'est donc la présentation des 7 tangibilités dérivées. Et il y a juste, pour finir, une petite remarque qui concerne la tangibilité de douceur. Un petit astérisque. En fait, ce qu'on a vu, c'est que sur la base des 4 tangibilités de base se produisent les dérivés. Mais pour la tangibilité de douceur, là, c'est pas toujours le cas en fait. On peut
oui, il faut être plus précautionneux. En fait, pour la douceur, il est dit qu'elle peut être aussi incluse dans la tangibilité de base ou causale, synonyme, causale et de base. Par exemple, des fois, on parle d'un vent doux. On peut ressentir le vent donc à travers la faculté corps, et on dit que le vent est doux. Et dans ce cas-là, la douceur n'est pas incluse dans les tangibilités dérivées, elle est incluse dans les tangibilités causales. Néanmoins, pour ce qui est d'une étoffe, si on voit un tissu et on dit « Ah, ce tissu est doux », dans ce cas-là, la douceur n'est pas une tangibilité causale, c'est une tangibilité dérivée. Et voilà, dans un souci de précision, eh bien, Calzin-Punso nous a rapporté ce cas particulier pour la tangibilité douceur. Donc ceci conclut l'explication de l'ayatana, des 5 ayatanas des objets des sens, l'ayatana du visible, des sons, des odeurs, des saveurs et des tangibilités. Et Sylvain va nous parler de la matière non indicative. C'est ça ? Donc on a vu qu'il y avait 11 matières. Donc dans l'instance 9 ont été expliquées les 5 facultés sensorielles. Et ces 5 facultés sensorielles sont dites être de la matière interne. Et dans l'instance 10, c'est les 5 objets d'essence qui ont été expliqués. Et ces 5 objets d'essence sont dits être de la matière externe. Et donc là, ce que vient de terminer Alexandra, c'est la présentation des 5 matières internes et des 5 matières externes. Et maintenant, on va parler donc de la 11e matière, cette fameuse matière non indicative. Donc on va en parler au travers de 2 points. D'abord, on va voir la matière non indicative en tant que telle, et puis on aura une explication de sa cause, que sont les éléments. Et donc dans la tradition Vaibhashika, cette 11e matière, c'est bien la matière non indicative. Et on va présenter cette matière non indicative au travers de ces 4 qualités. Et ces 4 qualités sont citées dans l'instance 11. Donc il est dit présente même lorsqu'il y a déviation ou absence d'esprit, vertueuse ou non vertueuse, elle se perpétue. Elle a pour cause les grands éléments. Elle est appelée la matière non indicative. Donc on va expliquer les 4 qualités de la matière non indicative qui sont citées dans le texte de Vasubandhu. Et donc la première qualité, elle est présentée dans le premier vers de l'instance 11. Et là, il est dit que la matière non indicative est présente même lorsqu'il y a déviation ou absence d'esprit. Donc là, déviation, c'est synonyme de distraction.
Et absence d'esprit, une traduction alternative pourrait être absence de conscience. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Qu'elle est présente même lorsqu'il y a déviation ou absence d'esprit. Ça veut dire que si l'esprit, ça veut dire que l'esprit soit distrait ou pas, qu'il soit présent ou pas, la matière non indicative est toujours présente. Elle ne suit pas l'esprit. Ça peut paraître un peu étrange, mais vous aurez l'occasion de un peu mieux comprendre en fait ce qui est dit là un peu plus tard. Donc, qu'on ait un esprit distrait ou une absence d'esprit, la matière non indicative reste toujours présente parce qu'elle ne suit pas l'esprit. C'est la première qualité. Les deux qualités suivantes sont énoncées dans le deuxième vers de la stance 11. Donc on va voir la deuxième qualité. Il est dit qu'elle est vertueuse ou non vertueuse. Donc ça veut dire que la matière non indicative est définie ou déterminée. Elle est soit vertueuse, soit non vertueuse. Elle ne peut pas être aucun des deux. C'est sa deuxième qualité. Ensuite, la troisième qualité, la matière non indicative est continuité. C'est-à-dire qu'elle a une série qui se perpétue dans le temps. Et là, Kalzang Punso nous a dit, contrairement au son, qui lui n'a pas de continuité. Donc, cette matière non indicative se perpétue, comme ça, dans une continuité. Elle se perpétue dans le temps. Et enfin, la quatrième qualité de cette matière non indicative, c'est qu'elle est formée sur la base des 4 grands éléments dont Alexandra vient de parler en parlant de l'agrégat de tangibilité. C'est l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu et l'élément vent. Ou le dhatu terre, le dhatu eau, le dhatu feu ou le dhatu vent. Donc là, Kalzang Punso a un petit peu développé. Donc cette matière non indicative, elle est formée à partir des 4 grands éléments, c'est-à-dire de la quadruple matière causale. Donc c'est la même quadruple matière causale qu'on retrouve dans la présentation de l'agrégat de matière. Cependant, donc cette matière non indicative, elle n'est pas formée à partir des quadruples éléments ou de la quadruple matière causale externe. Cette matière non indicative est formée sur la base de la quadruple matière causale interne. Donc des 4 éléments ou des 4 dhatus internes. Et ça veut dire que, en fait, il s'agit les 4 éléments sur lesquels s'appuie cette matière non indicative, ils font partie de la continuité personnelle d'un individu ou d'un être. Autrement dit,
En d'autres termes, il s'agit des éléments qui se trouvent à l'intérieur du corps de l'individu. Donc, cette matière non indicative, elle est formée sur la base des 4 éléments qui font partie de la continuité personnelle d'un être. Donc voilà, le fait que la matière non indicative soit présente même lorsqu'on est distrait ou sans conscience, qu'elle soit continuité, et que cette continuité, ce soit une continuité de vertu ou de non-vertu, et également qu'elle soit formée à partir des 4 grands éléments, ça constitue les 4 qualités de la matière non indicative. Donc, Kalzang Punso nous en a dit quand même un petit peu plus à ce moment-là sur cette matière non indicative. Donc là, vous allez avoir quelques éléments supplémentaires pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Cependant, il faut savoir que cette matière non indicative constitue un très très grand thème qu'on retrouve dans le chapitre 4 de l'Abhidharma Kosha qui nous présente les actes, le karma. Donc là, elle est expliquée vraiment de manière extensive. Cependant, pour en savoir quand même un petit peu plus sur ce qu'est cette matière non indicative, en fait, c'est la discipline. La matière non indicative, c'est la discipline. Et quand on parle de discipline, de quoi est-ce qu'on parle ? En fait, il y a 3 sortes de disciplines. Il y a la discipline de libération individuelle, qui correspond au vœu de libération individuelle. Il y a la discipline issue du recueillement et la discipline dissociée des facteurs de chute. Donc ça, ce sont les 3 sortes de disciplines. Et là, Kalzang Punso a continué en nous disant que parmi ces 3 disciplines, certaines ne possèdent pas les 4 qualités de la matière non indicative qu'on vient de voir. Donc la discipline de libération individuelle, elle possède les 4 qualités qu'on vient de voir. Donc pour répéter, c'est-à-dire qu'elle suit l'esprit, elle ne suit pas l'esprit, qu'il y ait distraction ou absence d'esprit, elle est toujours présente. Ensuite, elle est vertueuse ou non vertueuse, elle se perpétue, et elle a pour cause les grands éléments. Donc ça, c'était pour répéter les 4 qualités. Et donc, la discipline de libération individuelle, elle possède ces 4 qualités de la matière non indicative. En revanche, les 2 autres disciplines, la discipline issue du recueillement et la discipline dissociée des facteurs de chute, ne possèdent que les 3 dernières qualités de la matière non indicative. Et pourquoi cela ? C'est parce que ces 2 disciplines suivent l'esprit. Donc, comme elles suivent l'esprit, elles n'ont pas la première qualité de la matière non indicative qui est qu'elle ne suit pas l'esprit. Et comment est-ce que ces 2 disciplines suivent l'esprit ? Eh bien, la discipline issue du recueillement, elle suit l'esprit en recueillement. Et la discipline dissociée des facteurs de chute
suit la vérité du chemin. Elle suit l'esprit qui est dissocié des facteurs de chute. Et donc, voilà, comme elles suivent, ces deux disciplines suivent l'esprit, la matière non indicative qui les constitue ne possède pas, donc ne possède que 3 des qualités propres à la matière non indicative. Et pour aller encore, pardon. Si. Oui, quand même. Elles sont pas esprit, elles suivent l'esprit. Et Kalzang Punso nous en a dit encore un petit peu plus par rapport à ces disciplines. Il nous a expliqué que la discipline, c'est un acte. Et les disciplines sont des actes du corps et de la parole. Mais ce ne sont pas des actes de l'esprit. Ça, on en reparlera beaucoup dans le chapitre 4. Mais il a ajouté que les actes du corps et de la parole sont de 2 sortes, 2 types. Il y a les actes du corps et de la parole indicatifs et les actes du corps et de la parole non indicatifs. Ensuite, il a donné des exemples. Il a dit, par exemple, pour un acte, voilà, en ce qui concerne les actes du corps et de la parole indicatifs, ça pourrait être, par exemple, l'acte de se prosterner, de faire une offrande, ou de montrer du respect à un grand lama, par exemple. Donc ça, ce sont des actes du corps et de la parole qui sont indicatifs, donc qui sont perceptibles par la conscience visuelle. Donc comme ils sont perceptibles par la conscience visuelle, on peut voir si quelqu'un se prosterne en prononçant des paroles respectueuses à l'égard d'un grand lama, c'est que cette action, cet acte est un acte indicatif parce qu'il est perceptible par la conscience visuelle de quelqu'un d'autre. Après, Kazang Punso nous a dit concernant les actes du corps et de la parole non indicatifs, ils ne sont pas visibles, mais bien qu'ils ne soient pas visibles, il s'agit quand même d'actes du corps et de la parole. Et on verra donc dans le chapitre 4 de façon extensive que en fait, les disciplines sont des actes du corps et de la parole non indicatifs. Qu'ils ne sont pas perceptibles par la conscience visuelle. Cependant, ce sont des actes du corps et de la parole, mais pas des actes de l'esprit. Donc voilà pour ce qui est de la matière non indicative en tant que telle, pour le moment. Et donc Alexandra va continuer avec le point suivant. On fait une petite pause avant pour gérer.
Donc dans le point suivant, qui s'enchaîne, voilà, ce que nous allons voir, c'est, en fait, on va revenir à nos quatre éléments, pardon, qu'on a vus donc dans les tangibilités. Mais ici, ils sont présentés comme étant la cause. Alors, dans le plan, quand on dit explication de sa cause que sont les éléments, on parle bien de sa cause, la matière non indicative. Donc c'est à ce moment-là que Vasubandhu a détaillé à travers 4 parties la présentation des 4 grands éléments. En effet, c'est qu'en fait, on a eu une petite discussion sur sa cause. Parce qu'on va voir qu'en fait, ils sont la cause de la matière en général, mais ils sont aussi la cause donc, de la matière non indicative, et c'est ici qu'ils sont présentés dans le texte. En effet, on a vu que l'agrégat de matière, il est présenté selon, premièrement, 5 matières internes, qui sont les facultés, 5 matières externes, qui sont les objets des sens, et la matière non indicative. Et Kelsang Punso nous explique bien que ces 11 matières, 5 plus 5 plus 1, ces 11 matières de l'agrégat de la matière, elles sont appelées matières dérivées ou matières résultantes. C'est-à-dire qu'elles sont dérivées de la matière causale, qui sont les 4 éléments. Et donc, ces éléments, ils sont présentés à travers une classification, la présentation de leurs fonctions, leur définition, et enfin une clarification sur des doutes possibles. La classification, elle fait référence à la stance 12, aux 2 premiers vers, qui dit les éléments, 2 points, les dhatu terre, eau, feu et vent. Petite parenthèse, une autre traduction possible pour les éléments, qui a été retenue dans le contexte de l'entrée vers l'état de Pandit, c'est celle des grandes apparitions principielles. Ici, dans ce texte, pour le moment, en tout cas, on reste avec les éléments. Et comme on vient de le voir, tout l'agrégat de matière est basé sur cette matière causale que sont les dhatu terre, eau, feu et vent. Alors les explications qui suivent, elles parlent un petit peu de l'étymologie du terme. Donc ici, on a essayé de ne pas trop inonder de termes tibétains. Mais ici, il est intéressant de revenir à la terminologie qui traduit élément. C'est le mot Jungwa Chenpo. Donc il y a 2 parties, Jungwa et Chenpo. Et en fait, ce Jungwa, ça fait référence à quelque chose qui apparaît. C'est comme une source. Jungwa, c'est comme une source. Et ce mot est utilisé parce que les 11 matières, tout autant qu'elles sont, elles prennent appui sur ces éléments qui sont des éléments sources. Ils sont la source de toute la matière. Donc, ils sont appelés sources. D'une part. Et par ailleurs, on peut voir aussi que Kelsang Punso nous a indiqué que Mikyo Dorje, le 8e
Karmapa. Il disait que ces 4 éléments sont appelés sources parce qu'ils sont la base ou la source de toute la matière qui a existé depuis des temps sans commencement et la source de toute la matière qui apparaîtra encore et encore dans le futur. Ils en sont la source et ils sont présents dans toutes les matières. Donc, quelles que soient les 11 matières résultantes auxquelles on puisse penser, en fait, ces 4 dhatus, terre, dhatu eau, dhatu feu, dhatu vent, en sont le constituant. Et de ce fait, ils sont désignés comme grands éléments. Donc leur classification, on vient de voir, elle est quadruple. À présent, parlons de leur fonction, qui est présentée dans le 3e vers de la stance 12. Soutenir, etc. sont établis comme leur fonction. Vous verrez souvent, il y a des etc. dans les stances racines. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir le commentaire pour détailler c'est quoi le etc. Donc, ici, soutenir, etc., ça fait référence aux fonctions. Tout d'abord, c'est la terre, donc la fonction de l'élément terre. En fait, je pense qu'il faut dire l'élément dhatu terre, c'est plus précis, d'après la stance d'avant. Donc la fonction de l'élément dhatu terre, c'est de supporter, de soutenir. Ça non, dhatu. Ensuite, il y a la fonction de l'élément dhatu eau, c'est la cohésion. Donc en fait, le dhatu eau, il garde les choses qui tiennent entre elles. Ça assure la cohésion. Et sans ça, la structure s'effondrerait. Ça ne tiendrait pas ensemble. Ensuite, il y a la fonction du feu, c'est d'empêcher que les choses ne pourrissent et de faire s'accroître les choses. Ici, s'accroître, ça fait plutôt référence au mûrissement. Par exemple, sans l'élément feu, eh bien, le bois, petit à petit, il se dégrade, il pourrit. C'est l'élément feu qui permet que quelque chose ne pourrisse pas. Avec le feu, le bois reste sec. Ensuite, la fonction de l'élément vent. Ici, Kelsang Punso, il nous dit que c'est ce qui permet le mouvement. Et en comprenant mieux l'exemple qui vient après, c'est le mouvement dans le sens de s'accroître. Ça permet l'accroissement. En effet, il nous donne l'exemple du corps qui grandit. Ce qui permet au corps de grandir, c'est l'élément vent dans le corps. Quand un bébé se développe, par exemple. Donc ça, c'est pour les fonctions de chacun des éléments dhatu terre, dhatu eau, dhatu feu, dhatu vent. Ensuite, nous avons vu une définition qui vient à la stance 12, toujours au 4e vers. Il s'agit de la solidité, la liquidité, la chaleur et la mobilité. Donc ça fait écho à ce qu'on avait déjà détaillé avec l'étangibilité. Donc de façon très simple, la définition de l'élément terre, c'est la solidité. La définition de l'élément eau, c'est la liquidité. La définition de l'élément feu, c'est la chaleur. Et la définition de l'élément vent, c'est le mouvement.
que nous avions vu avec les tangibilités. Et dans cette explication, ce qui vient ensuite, c'est une clarification à propos des doutes, qui est détaillée dans l'instance 13, qu'on a aussi déjà un peu évoqué. Mais là, c'est bien détaillé. Donc on va lire l'instance 13 du texte Racine, qui dit « Dans les désignations du monde, une forme et une couleur sont appelées terre. De même pour le feu et l'eau. L'amas de vent et le datu-vent lui-même, l'amas de vent et le datu-vent lui-même est aussi similaire à ce qui précède. Donc ce que cette stance va nous présenter, c'est comment les 4 éléments sont perçus de manière générale dans le monde et comment ils sont présentés dans le traité de l'Abhidharma-Kosha. Et on va voir la différence entre ces 2 approches. Donc en fait, dans le monde, de façon générale, quand on parle de la Terre, on se relie à la couleur et à la forme. Forme, c'est un synonyme de contour, on a vu aussi. Donc quand on pense Terre, on pense à forme et couleur. Par exemple, je peux vous dire, la terre du parking de Dakpo, elle est blanche, mais il y a aussi un peu de terre rouge sur le bord. Et c'est comme ça qu'on parle dans le monde. En fait, on utilise terre pour désigner quelque chose qui en fait correspond à une forme et à une couleur, et qui appartient donc à l'ayatana du visible. De la même façon, pour l'eau et le feu, comme le dit la stance. Pour le feu, on dit ah tiens, c'est du feu. La couleur, on parle de le feu est orange, les braises sont rouges, le feu est très orange, etc. On dit le feu est rouge. Et l'eau, on va dire l'eau est blanche ou la rivière est grande. Donc là, à nouveau, ce qu'on est en train de désigner ici par une couleur et une forme, il s'agit du domaine de la conscience visuelle. Dans le monde, généralement, on utilise ces termes comme ça. Par contre, dans le monde, pour le vent, on a 2 façons de l'appréhender. Tantôt, on s'y relie comme précédemment, à travers une forme et une couleur. Tantôt, on y pense comme une tangibilité. En effet, pour la tangibilité, on dit bien « Ah, le vent est doux ». Là, c'est effectivement quelque chose qui est expérimenté par la conscience tactile. Quand on dit « Ah, ce vent, il est un petit peu froid », par exemple. Dans le monde, on parle comme ça. Mais on dit aussi que le vent, il est, par exemple... on dit quand il y a du vent et les feuilles se mettent à tourner, on dit « Ah, regarde, il y a un tourbillon, regarde, il y a un ouragan ». Et là, en fait, on se relie au vent on utilise ce terme en pensant à quelque chose qui est appréhendé par la conscience visuelle. Et un autre exemple que nous donne Kelsang Punso fait plus référence au texte de pratique, où apparemment, dans certains textes, on parle du mandala du vent, et on dit que le mandala du vent, il a la forme d'un arc. Donc là, à nouveau, ça fait référence à quelque chose qui est du domaine, non pas des tangibilités, mais du visible. Donc ça, c'est la présentation de comment on y pense dans le monde. Et ensuite vient la présentation selon l'Abhidharma-Kosha. Donc, ce qui est souligné ici, c'est que les êtres du monde, on accepte tout ça comme un fait.
toutes ces notions qu'on vient d'évoquer comme un fait. Mais en fait, c'est une erreur. C'est perçu de façon erronée. Ici, en fait, il y a une méprise entre l'aspect visible des éléments, donc les couleurs et les formes, et l'aspect tangible, de tangibilité des éléments, c'est-à-dire ce qu'ils sont en fait réellement. Donc, quand on désigne la Terre comme étant une couleur et une forme, comme on l'a vu, la Terre rouge ou blanche, ici, on parle d'une couleur et on dit que c'est la Terre, mais le traité nous dit non, attention, ceci n'est pas la Terre, c'est la couleur rouge de l'élément d'Atu Terre. C'est pareil pour un grand océan. Là, on ne prend pas la couleur, on prend plutôt la forme. Donc, quand on parle d'un grand océan, à nouveau, ce qu'on voit, ce n'est pas l'élément d'Atu eau. On voit la forme de l'océan, la forme du d'Atu eau. Enfin, la forme de l'océan, en tout cas. On va démonter chacun des exemples. Pour le feu, quand on parle d'un feu orange, c'est pas le feu, l'élément d'Atu feu qui est perçu, c'est sa couleur. Parce que le feu, l'élément d'Atu feu, il est du domaine de la conscience tactile. Donc il ne peut être connu que par la conscience tactile via la faculté du corps. Et pour l'aspect, donc on a vu que pour le vent, c'était double. Et pour l'aspect où on parle par exemple d'un ouragan, eh bien à nouveau, cet aspect, c'est l'aspect du visible, d'un groupement de particules qui tournoient du fait du vent, mais il ne s'agit pas du vent. Ce qu'on voit, c'est la forme de ces particules de matière qui tournent dans le vent. Enfin, qui tournent du fait du vent, portés par le vent. Donc à nouveau, le vent, c'est du domaine de la conscience tactile et non pas de la conscience visuelle. Quand il y a beaucoup de vent, enfin il y a certains jours où il y a beaucoup de vent et du coup on voit des feuilles qui tournent, on dit ah regarde, il y a du vent. Eh bien non, ce qu'on voit, ce n'est pas le vent, c'est l'aspect visible des branches et des feuilles qui bougent. Et donc ici, à travers les stances 12 et 13, ce qu'on a vu, c'était donc, pour récapituler, la fonction on a vu la classification des éléments, leur fonction, leur définition, et on a eu aussi une explication supplémentaire qui vient clarifier un doute sur comment les éléments sont perçus dans le monde et comment ils sont compris à travers ce traité. Et ici, je laisse la parole à Sylvain pour la suite. Je vous propose un petit break pour ne rien faire pendant quelques minutes.
Donc maintenant on arrive au point suivant donc, qui va être assez rapide et qui va conclure la présentation des agrégats Dhatu et Ayatana matériels. Donc si vous regardez le plan, au point 1, 2, 1, 1, 1, on est dans l'explication des agrégats Dhatu et Ayatana matériels. On a vu une présentation concise, une explication détaillée. Et maintenant, on va passer à la manière de définir les 10 agrégats matériels qu'on a vus comme Dhatu et Ayatana. En fait, on a vu 11 agrégats. Mais là, on va parler plus spécifiquement des 10 premiers. Et ça correspond à ce qui est dit dans la stance 14, vers 1 et 2. Seules ces facultés gouvernantes et ces objets sont considérés comme les 10 ayatanas et les 10 dhatu. Donc en fait, ces deux vers, ils expriment simplement le fait que les 5 facultés sensorielles, donc la matière interne, et les 5 objets d'essence, la matière externe, sont les 10 ayatanas matériels et les 10 dhatu matériels. Donc là, on commence à bien voir que la présentation dans l'Abhidharma Kosha, la présentation des agrégats, des ayatanas et des dhatu se fait vraiment en même temps. Donc, on a parlé de 5 agrégats. On va voir par la suite qu'il y a 12 ayatanas et 18 dhatu. Et donc, dans les 5 agrégats, on se focalise sur l'agrégat de matière. Et on a vu que cet agrégat de matière est composé de 5 facultés, 5 objets et d'une 11e matière, la matière non indicative. Et là, on met le focus plus particulièrement sur les 5 facultés et les 5 objets. Eh bien, ces 5 facultés et ces 5 objets, si on les reporte ou si on les fait correspondre avec la présentation des 12 ayatanas, et bien sur les 12 ayatanas, on va avoir 10 ayatanas matériels, et ces 10 ayatanas matériels correspondent aux 5 facultés et 5 objets. Et de la même manière, si on fait correspondre ces 5 facultés et ces 5 objets avec les 18 dhatu, donc on a 18 dhatu, et bien sur les 18 dhatu, ces 5 facultés et ces 5 objets vont constituer 10 dhatu matériels, les 10 dhatu matériels sur les 18 dhatu. Donc ça, ce que je viens de faire, c'est une petite parenthèse pour commencer à introduire cet aspect de correspondance entre les agrégats, les ayatanas et les dhatu. Et on en reparlera de cette correspondance de manière plus extensive. Peut-être, ouais, oui, c'est vrai que pas sûr. Bon, si on n'en parle pas cette fois-ci, on en parlera la prochaine fois. Ça, c'est sûr, par contre. Et donc, voilà, avec ce point-là,
on a terminé les explications concernant les agrégats dhatu et ayatana matériels. Et donc, si on regarde le plan, on est dans la présentation de la nature des agrégats dhatu et ayatana. C'est le point 1, 2, 1. Donc on est en train d'étudier la nature des agrégats dhatu et ayatana. Et dans ce point-là, on est dans l'explication détaillée. Et dans cette explication détaillée, on a terminé le premier point, l'explication des agrégats dhatu et ayatana matériels. Et donc maintenant, on va commencer le deuxième point, qui est l'explication des agrégats dhatu et ayatana, sensations, etc. Donc, etc. sous-entend distinction et conditionnant. Donc, dans le point explication des agrégats dhatu et ayatana, sensations, etc. Donc, on va avoir 4 sous-parties. D'abord, on va voir la sensation. Ensuite, la distinction. Et puis, le conditionnant. Et enfin, il y aura un point qui va nous présenter ces phénomènes ainsi que d'autres, qui va nous présenter en fait les dhatu et ayatana des objets mentaux. Donc on va commencer par la sensation. Et là, ça correspond à ce qui est dit à l'instance 14 vers 3. Il est dit la sensation on ressent. Ensuite, Kazang Bunso nous a dit la sensation, c'est ce qui est ressenti, c'est ce qui est éprouvé. Et puis il nous a dit, dans le langage courant, on parle beaucoup de bien-être, de bonheur, mais aussi de mal-être, de souffrance. Et puis on parle de sensations neutres, parfois. Et en fait, qu'est-ce qui procure toutes ces sensations ? Eh bien, c'est la rencontre avec un objet. Sur la base de la rencontre avec un objet, on va éprouver des sensations. Et donc, il nous a dit que lorsqu'on rencontre un objet agréable, eh bien, on éprouve une sensation agréable. Lorsqu'on rencontre un objet désagréable, on éprouve une sensation désagréable. Et lorsqu'on rencontre un objet neutre, on éprouve une sensation ni agréable ni désagréable. Donc ça, c'est une première façon de classifier les sensations en agréables, désagréables et ni agréables ni désagréables. Neutre en fait. Et ensuite, il y a une autre façon de classifier les sensations en 5 types de sensations. Et là, on va prendre les sensations agréables et en fait, on va voir qu'elles peuvent être divisées par 2. Il y a la sensation physique agréable et la sensation mentale agréable. Et puis on prend la sensation désagréable, et là c'est la même chose. Elle peut être divisée en 2. Il y a la sensation physique désagréable et la sensation mentale désagréable. Ça fait 4.
Et la cinquième, c'est la sensation neutre. Et donc, Kalzang Bunso nous a dit simplement que cette classification était sous-entendue dans la stance, dans le troisième vers de la stance 14 qu'on a vu. Tout cela est sous-entendu. Et donc, ça termine la présentation de la sensation. Le point suivant, c'est donc la distinction. Et la distinction, donc ça correspond à la suite du texte, à la stance 14 vers 3 et 4. Et là, il est dit, la distinction a pour nature de saisir en tant que marque. Et ensuite, il a un peu plus développé cette définition de la distinction. Donc, il nous a dit la distinction définie en tant que marque. Il y a l'ancienne traduction, en fait, ça c'est une traduction assez récente. Et ce qu'on avait avant, c'était la distinction définie des caractéristiques. Bon, aujourd'hui, ça a évolué. Donc, je vais vous dire la manière dont il a expliqué cela. Donc, en fait, ça signifie que la nature ou l'essence de la distinction, c'est de caractériser, de définir des caractéristiques. En fait, la distinction, elle va concevoir des caractéristiques aux choses sans effectuer de mélange avec les caractéristiques d'une autre chose, d'un autre objet. Et elle fait cela en définissant les choses en tant que marque. Donc, pour le dire autrement, en définissant ou en apposant des marques sur chaque objet. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, la distinction, elle appréhende les caractères de chaque objet par elle-même, sans dépendre d'autre chose. Elle fait cela de par sa propre capacité. Et ensuite, donc là c'était la définition de la distinction. Et ensuite on passe aux classifications de la distinction. Donc il y a deux types, il nous a été donné par Kalzang Bunso deux types de classification. Une première classification en 6 et une classification en 2. Donc la première classification en 6, elle est assez simple. On parle de la distinction née du contact avec la faculté œil, la distinction née du contact avec la faculté oreille, la distinction née du contact avec la faculté nez, la distinction née du contact avec la faculté langue, la distinction et le contact, la distinction née du contact avec la faculté corps,
et la distinction née du contact avec la faculté mentale. Donc ça, c'est la première classification en 6. Et il est déjà 25. Je crois que je ne vais pas avoir le temps de bien présenter la classification en 2 dans les 5 minutes qui restent. Donc on verra ça demain. Donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été vu aujourd'hui ou dans les jours précédents? Oui, il y a une question. Par rapport à la distinction, elle fait cela de par sa propre capacité. Ça m'interroge toujours. Ça veut dire que, comment dire, elle est comme ça. Il n'y a pas d'acquisition. Enfin, je sais pas. Elle est comme ça de fait. Il n'y a rien d'appris. Je sais pas comment. Pardon. En fait, on a différents éléments pour répondre à la question, mais on n'est pas sûr de ce qu'on... On n'est pas sûr de ne pas dire de bêtises. En fait, un peu plus loin, je pense qu'on aura le temps de voir ça demain. On va voir la manière dont la conscience appréhende les objets et la manière dont les événements de l'esprit appréhendent les objets. Et on pense avec Alexandra qu'il y a un lien avec la manière dont les événements de l'esprit appréhendent l'objet et cet aspect particulier de la distinction en fait, qui appréhende vraiment des caractéristiques particulières aux objets. Et on pense qu'il y a un élément de réflexion intéressant qui va arriver à ce moment-là. Mais on n'est pas sûr à 100%, donc on ne préfère pas aller tout de suite sur ce terrain-là. Par contre, c'est intéressant de garder la question à l'esprit. Donc. Oui. Vous voulez dire quelque chose ? C'était juste pour compléter, c'est l'écho de ce que ça fait avec ce qu'on a présenté, que la conscience, elle appréhende la généralité de par elle-même, et les événements de l'esprit, ils appréhendent des particularités de par eux-mêmes. Donc c'est juste une idée que quand cette partie va être détaillée, on aura peut-être plus de réponses à cette question. Mais j'ai pas l'impression que ça, là, de dire ça, ça répond pas à c'est quoi de par elle-même, si c'était ça ta question. Donc ça reste à découvrir. Oui, moi j'ai une question là. Si j'ai bien compris, il a été dit qu'est-ce qui procure la sensation? C'est la rencontre avec un objet agréable ou désagréable. Alors, je suis un peu surpris parce que je comprends que les objets, en fonction des datous, etc., ils peuvent être rugueux, etc., froids. Mais la perception que j'ai du froid,
elle peut être très différente entre deux personnes. Alors pourquoi on dit que c'est l'objet qui est agréable ou désagréable? C'est ça ma question. Merci. Ça, c'est une question qu'on avait posée. Et Kazang Bunso en avait parlé en disant, effectivement, il va y avoir peut-être pour certaines personnes, certains objets vont être agréables et pour d'autres, les mêmes objets vont être désagréables. Cependant, en fait, pour la personne, quand elle éprouve la sensation, quand elle éprouve l'objet, l'objet existe réellement et la sensation existe réellement, en fait. Et donc, lui-même, il va la classifier en tant qu'agréable ou désagréable, en fait. Donc, c'est dans ce sens-là où, en fait, bien sûr, c'est relatif, mais en même temps, quand c'est éprouvé, c'est vraiment éprouvé, comme agréable ou désagréable. Quand vous avez parlé des matières non indicatives, enfin des prosternations, je ne comprends pas bien comment c'est juste, comment vous avez dit, parole et corps, et pas esprit. La prosternation, c'était un acte du corps indicatif. En fait, c'était pas. En fait, c'était dans l'explication où il disait qu'il y avait des actes du corps et de la parole qui pouvaient être soit indicatifs, soit non indicatifs. Et pour illustrer ce qui était un acte indicatif du corps et de la parole, bah, c'est par exemple quelqu'un qui fait une prosternation en récitant la prière de refuge, par exemple. Donc ça, c'est un acte du corps et de la parole indicatif, dans le sens où on va voir la prosternation et on va entendre les paroles, en fait. Ça, c'est des actes indicatifs. Et les actes non indicatifs, c'est une matière qui est dite non indicative, et cette matière-là n'est pas visible. On ne peut pas l'entendre non plus, mais cependant, c'est bien des actes, en fait, du corps et de la parole. Mais pour l'instant, dans les explications à ce point-là du texte, on n'a pas plus que ça. Là, on vous a tout donné ce qu'on avait. Alors bien sûr, on a beaucoup plus parce qu'on a reçu le chapitre 4 et pas vous. Donc forcément, mais, mais ça viendra. Il y aura vraiment matière à comprendre cette matière-là. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nam je nam je zibani dam ne ne be tanam ba je de je ga na je malam do ba yi se be zole do wa yo. Merci. Je te parle un peu en aparté parce que je ne sais pas rentrer sans qu'on vérifie.